Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse complexe. Et aujourd'hui on continue un petit peu sur la fonction de zeta, donc il y aura encore quelques vidéos sur la fonction de zeta, qui iront à mon avis jusqu'au théorème des nombres premiers, c'est pas encore décidé. Et cette vidéo elle va porter sur le fameux produit eulérien. Alors le produit eulérien c'est un exercice assez classique de spé et de licence, qui porte sur cette fonction de zeta et qui permet de l'exprimer comme un produit qui est indexé par les nombres premiers. Alors, là, on commence à voir qu'on se rapproche un petit peu des nombres premiers. Ça fait un bout de temps que je vous raconte que la fonction de zeta, c'est super pour étudier les nombres premiers. Ce produit-là, c'est le point de départ de cette étude. C'est le point de départ du lien entre zeta et les nombres premiers. Donc, le produit porte sur grand P, double barre. C'est comme ça que je note l'ensemble des nombres premiers. Et c'est donc le produit des 1 sur 1 moins 1 sur P puissance S. Bon, tel quel, ça n'a pas l'air... Donc nous, ce qu'on voudrait montrer, c'est que c'est égal à la fonction de zeta. Juste, il faut remarquer tout de suite que cette chose-là converge si et seulement si partie réelle de S est plus grande que 1. Ok. En fait, converge si et seulement si la partie réelle de S est plus grande que 1. Donc naturellement, il faudrait montrer que ce produit-là est égal à cette somme-là. Puisque cette somme-là, c'est notre définition de zeta dans le cas où la partie réelle de S est plus grande que 1. Cette définition est évidemment valable seulement dans ce cas-là, puisqu'on a vu que cette somme ne convergeait pas, mais qu'on pouvait prolonger méromorphiquement la fonction à tout le plan complexe. Donc il faut montrer que dans le cas où la partie réelle de S est plus grande que 1, on a cette égalité-là. Bon regardons un peu ce qu'on peut en dire. Alors on peut écrire que, pour l'instant formellement, et on justifiera après tout ce qui est interversion de somme, etc., on peut écrire ça en remarquant que ici on a affaire à la formule de la somme géométrique qui apparaît, c'est du 1 sur 1 moins x. Donc si on veut développer ce truc-là en la variable 1 sur p puissance s, on peut l'écrire comme une somme géométrique comme ça. Ici on a 1 sur p puissance sk. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, de toute façon, je vais avoir une somme qui est indexée par les entiers. Là, j'ai un produit, donc comment je passe d'un produit à une somme? Je développe brutalement le produit. Le problème, c'est que là, je vais avoir un développement qui contient une infinité de termes. Donc, on va faire la somme sur les suites K P, indexées par les nombres premiers, okay, et des produits. Donc là, j'ai juste développé formellement pour P dans P, des 1 sur P puissance S KP. Okay. Là, j'ai juste brutalement développé. Et cette chose-là, vous voyez que vous pouvez l'écrire aussi 1 sur le produit pour P d'un P des P puissance KP, le tout à la puissance S. Et maintenant, si vous regardez ce terme-là, ce terme-là c'est un entier n, dans n étoiles, et vous voyez qu'en fait, cet entier n, il est écrit sous sa décomposition en produit de facteurs premiers ici. Alors évidemment, pour ça, il faudrait que la suite kp soit presque nulle. Presque nulle, ça veut dire nulle à partir d'un certain rang. Et vous voyez que dans le cas où la suite kp n'est pas nulle à partir d'un certain rang, ce produit va essentiellement exploser vers l'infini. Okay, donc 1 sur ce produit, ce sera nul. Donc on peut essentiellement se restreindre aux suites kp qui sont nulles à partir d'un certain rang. Et vous voyez que de cette façon-là, on obtient tous les produits de un nombre premier à la puissance une valuation, et ceci pour tous les nombres premiers. Donc en fait, par le théorème fondamental de l'arithmétique, qui vous assure l'existence et l'unicité de la décomposition en facteurs premiers, vous obtenez une et une seule fois chaque nombre, chaque entier naturel strictement positif. Et donc cette chose-là, ça a de bonnes chances d'être égale effectivement à ceci, donc qui est bien zeta de S. Donc voilà pour ce qui est de la preuve entre guillemets informelle. Maintenant on peut essayer d'un peu préciser tout ça pour donner une vraie preuve. Alors pour simplifier un peu cette vraie preuve, je vais me contenter de traiter le cas où S est un réel supérieur ou égal à 1, strictement supérieur à 1. Donc on pose S strictement supérieur à 1 et qui est réel. Pourquoi je me permets de faire ça? Essentiellement parce que les demandes de cette équation sont holomorphes.
Pourquoi ils sont holomorphes? Parce qu'en fait, ce produit-là converge localement uniformément. Ça, je vais vous laisser vérifier, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait pour le produit du sinus. La preuve est essentiellement la même. En fait, vous pouvez montrer que ce produit converge uniformément sur chaque demi-plan de la forme partie réelle de S supérieure à A, où A, c'est un réel strictement plus grand que 1. Okay. Donc ce truc-là converge localement uniformément sur l'ensemble des S dans C, tel que partie réelle de S est strictement plus grand que A, où A, c'est un réel strictement plus grand que 1. Et c'est valable pour tout A, donc ça converge localement uniformément sur l'ensemble des complexes de parties réelles strictement plus grandes que 1. Donc ça, je vais pas le faire, ça, je vais vous laisser le faire. Donc, bon, je me permets de le faire uniquement pour S plus grand que 1, parce que je sais que les deux membres sont holomorphes, et donc s'il y a une égalité qui est valable sur l'axe réel positif, sur 1 plus l'infini, comme d'habitude, par le théorème des zéros isolés, la différence des deux membres, c'est une fonction holomorphe qui s'annule sur un ensemble qui contient un point d'accumulation. Bref, c'est la fonction nulle. Et donc vous savez que cette égalité reste vraie partout. Encore une fois, un thème très commun en analyse complexe. Pour vérifier que deux fonctions holomorphes sont égales, il suffit de le faire sur un ensemble qui contient un point d'accumulation. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, comment je vais faire ça? Déjà, ce produit-là, je vais regarder uniquement des produits partiels. Okay, donc, on considère n supérieur ou égal à 1 et le produit pour p dans p et p inférieur ou égal à n d 1 sur 1 moins p puissance s. Ok. Cette chose-là, bon, là, je peux l'écrire sous forme de somme géométrique, chaque terme du produit. Donc, somme pour k variant de 0 à plus l'infini. D1 sur P SK. Et maintenant, je peux développer, pourquoi? Parce qu'on a un produit fini, et ce qui me permet de développer, c'est le théorème du produit de famille sommable. Donc là, j'utilise un langage de famille sommable. On va voir juste après que la famille est effectivement sommable, mais de toute façon, comme tous les termes sont positifs, le théorème s'applique même dans le cas où la famille n'est pas sommable, auquel cas les deux membres donneront plus l'infini. Donc, je peux utiliser ce théorème de produit de famille sommable, qui en fait s'applique même pour des familles non sommables, dans le cas où tous les termes sont positifs. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la somme pour k indice p pour p dans p plus petit que n. Ok. Et ensuite, il vient le produit pour p inférieur ou égal à n. Alors maintenant, je vais arrêter d'écrire p dans p. Quand j'utilise la lettre p, c'est toujours pour désigner un nombre premier. D1 sur p puissance s kp. Et je peux faire exactement la même manipulation que tout à l'heure, c'est-à-dire écrire que cette chose-là, c'est égal à la somme pour kp p inférieur ou égal à n, donc là je note pas le fait qu'ils sont des nombres premiers, mais c'est implicite par le fait que j'ai mis la lettre p, d1 sur produit pour p inférieur ou égal à n, dp puissance kp, de tout à la puissance s. Et donc cette chose-là, vous voyez que ici vous avez tous les entiers dans les facteurs premiers sont parmi l'ensemble 1n, sont dans l'ensemble 1n, ok. Donc tous les entiers dont les facteurs premiers sont dans l'ensemble 1n, vous pouvez les écrire sous cette forme. Par le théorème fondamental de l'arithmétique, ils ont une et une seule décomposition en produit de facteurs premiers. Comme on a supposé que leur facteur premier était inférieur ou égaux à n, ils peuvent s'écrire de cette manière-là, d'une et une seule fois. Ok. Donc cette chose-là, c'est la somme pour n dans n étoiles, et ce que je vais appeler oméga n inférieur à grand n, où oméga n, c'est le max pour les nombres premiers divisant n de p. C'est le plus grand nombre premier qui divise n. Okay. D1 sur n puissance s. Et maintenant, ce qu'il s'agit de montrer, c'est que cette chose-là converge quand n tend vers plus l'infini vers zs. Bon, c'est ce qu'on va montrer. Donc, montrons que la somme pour n dans n étoiles de tel que oméga n est plus petit que grand n, 1 sur n puissance s, converge quand n tend vers plus l'infini
vers zeta de S. Et là, comme j'ai choisi S réel, bah, je vais pouvoir essentiellement raisonner par des encadrements. Donc comment je fais ça? Bah, première chose, bah, vous voyez que cette somme-là, complète, et 1 sur n puissance s, tous les termes sont positifs, hein, donc cette somme-là, c'est plus petit que la somme sur tous les entiers. Ça c'est clair, hein, vous avez une somme sur seulement un sous-ensemble d'entiers, ça va être plus petit que la somme sur tous les entiers. Évidemment, c'est parce que les termes sont positifs. Ok? Et de la même façon, donc ça c'est zeta de S. Et de la même façon, vous pouvez écrire que cette somme-là, des 1 sur n puissance s, elle est supérieure ou égale à la somme pour n variant de 1 à grand n, des 1 sur n puissance s. Bah oui, parce que les termes qui apparaissent de ce côté-là, ils apparaissent aussi de ce côté-là. Parce que 1n est inclus dans l'ensemble des entiers, tels que oméga n plus petit que grand n. Et d'où ça vient cette inclusion? Bah, ça vient du fait que si vous êtes plus petit que grand n, bah alors vos facteurs premiers aussi sont plus petits que grand n. Ça, il y a essentiellement rien à vérifier. Et bah ce truc-là, vous savez que ça tend, quand n tend vers plus l'infini, vers zeta s. Et donc vous avez cet encadrement-là. Ça, c'est plus petit que bah, du coup notre somme-là. Oméga n plus petit que grand n, c'est 1 sur n puissance s. Ça, je vous rappelle qu'on l'avait obtenu comme le développement de cette chose-là. Ok. Et on a montré que d'autre part, cette somme-là est plus petite que zeta de s. Cette chose-là, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers zeta de s. Donc vous avez un réel, donc vous avez que ce truc-là est encadré par deux quantités qui tendent vers zeta de s. Bref, ça tend vers zeta de s. Et donc finalement, on obtient. Donc, on a donc obtenu que le produit pour p inférieur ou égal à grand n des 1 sur 1 moins p, des 1 sur 1 moins 1 sur p puissance s, tend, quand n tend vers plus l'infini, vers zeta de s. Et c'est ça, le fameux produit eulerien. Alors, on peut donc écrire cette chose-là. Zeta s égale produit pour p dans p des 1 sur 1 moins 1 sur p puissance s. Et ça, c'est valable quand s est dans 1 plus l'infini. Mais ce truc-là, je vous ai dit que ça converge localement uniformément sur l'ensemble des parties réelles de S strictement supérieur à 1. Ça, je ne l'ai pas vérifié, mais je vous laisse le faire. Et donc, c'est holomorphe, parce que vous voyez que c'est une suite c'est un produit qui converge localement uniformément de fonctions holomorphes. C'est donc holomorphe sur l'ensemble des complexes de parties réelles strictement plus grandes que 1. Donc vous avez égalité entre ces deux fonctions holomorphes sur l'axe ici. Donc, par le principe des zéros isolés, par les zéros isolés, les deux fonctions holomorphes coïncidant sur cet axe-là, elles sont en fait égales sur tout leur domaine de définition, c'est-à-dire l'ensemble des complexes de parties réelles strictement plus grandes que 1. Et ça termine la preuve du produit eulérien. Donc on a donc, pour tout S tel que partie réelle de S strictement plus grande que 1, cette égalité-là. Et c'est ça, le fameux produit eulérien. Donc cette formule-là, donc il paraît qu'elle a été découverte par Euler. Hein. Apparemment c'est chez Euler qu'on voit la première apparition de ce truc-là, et après ça a été utilisé de manière assez intensive, non seulement par Riemann, quand il a vraiment étudié en profondeur la fonction d'état, mais aussi plus tard par Hadamard et Lavallée-Poussin, qui en ont déduit le fameux théorème des nombres premiers. Théorème des nombres premiers qu'on verra une prochaine fois. Alors j'aimerais bien quand même donner quelques applications de ce truc-là. La première chose,
c'est d'en déduire que zeta ne s'annule pas sur l'ensemble des complexes de parties réelles strictement plus grandes que 1. Donc je note comme ça, évidemment. Alors comment on fait ça? On prend S dans l'ensemble des complexes de parties réelles strictement plus grandes que 1, et on va montrer que zeta de S est non nul. Donc on calcule le module de zeta de S. Le module de zeta de S, je dis que c'est la limite, quand n tend vers plus l'infini, du module de ce produit-là partiel. C'est essentiellement la définition du produit infini. Zeta, c'est la limite du produit. Ok. Et maintenant, cette chose-là, je vais la passer à l'exponentielle. Donc c'est exponentielle, donc d'abord limite, on va dire, quand n tend vers plus l'infini, de l'exponentielle de donc le logarithme de ce produit-là. Donc évidemment, le produit, enfin la valeur absolue, pardon, le module se distribue sur le produit, et le produit des logarithmes, enfin le logarithme du produit, devient la somme des logarithmes. Donc cette chose-là, c'est la limite, quand n tend vers plus l'infini, de exponentielle du logarithme du produit pour p inférieur ou égal à n des 1 sur module de 1 moins 1 sur p puissance s. Et cette chose-là, c'est la limite, quand n tend vers plus l'infini, de exponentielle de la somme, pour p inférieur ou égal à n, on va mettre moins la somme des logarithmes de module de 1 moins 1 sur p puissance s. Ok. Maintenant, il s'agit d'estimer cette somme. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est de montrer que cette somme-là converge. Et donc, on aura la limite de l'exponentielle d'un truc, et donc, exponentielle ne s'annulant pas, on n'aura que zeta est non nul. Ok, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Comment je fais ça? Déjà, ici, j'ai un module, j'aimerais bien avoir un module au carré, c'est un peu plus pratique à utiliser, donc je vais faire cette petite modification-là. On a que la somme pour p inférieur ou égal à grand N des logarithmes de module de 1 moins 1 sur p puissance s. Cette chose-là, c'est la même chose que 1,5 fois la somme pour p inférieur ou égal à n des logarithmes du module au carré. Ok, je me permets cette petite modification pour me simplifier la vie. Et le module au carré, cette chose-là, c'est beaucoup plus facile à écrire. C'est 1,5 somme sur p inférieur ou égal à n des logarithmes. Donc le module au carré, c'est z bar. Et donc vous avez 1 moins 1 sur p puissance s fois 1 moins 1 sur p puissance s bar. C'est-à-dire, si vous développez tout, 1 moins 2 fois la partie réelle de 1 sur p puissance s plus module de 1 sur p puissance s au carré. Donc comment j'ai fait ça? La partie réelle, ça provient de 1 sur p puissance s et plus 1 sur p puissance s bar. Et ce module-là, ça vient du produit 1 sur p puissance s fois 1 sur p puissance s bar. Ok. Donc il nous reste 1 moins 2 partie réelle de 1 sur p puissance s plus module de 1 sur p puissance s au carré. Ok, et cette chose-là, vous avez que 1 sur p puissance s, cette chose-là, c'est exponentielle de moins s log de p. Ok, et donc, quand vous faites tendre p vers plus l'infini, ce truc-là, ça va tendre vers 0. Pourquoi ça va tendre vers 0? Parce que cette chose-là, vous pouvez l'écrire comme exponentielle de moins sigma logarithme de p fois exponentielle de moins it log de p, où s c'est sigma plus it, ok, avec sigma réel et t réel. Et donc vous voyez que ce truc-là, ça tend évidemment vers 0, puisque sigma est plus grand que 0, strictement, et ce truc-là, c'est de module 1, donc ça changerait. Ok, donc ce truc-là, ça tend vers 0, donc ici, dans le logarithme, on peut faire un développement limité. C'est ce que je vais faire. Donc on a donc que cette somme-là, somme partielle, cette somme-là, c'est égal donc à 1,5 la somme pour p plus petit que n
des logarithmes de 1 moins 2 partie réelle de 1 sur p puissance s. On fait un développement limité de ce truc-là, et ce truc-là, c'est donc de l'ordre de moins 2 partie réelle de 1 sur p puissance s, plus module de 1 sur p puissance s au carré, plus un petit taux de 1 sur p puissance s. Et en fait, ce 1 sur p puissance s au carré en module, c'est aussi un petit taux de 1 sur p puissance s, et donc tout ça, c'est moins 2 fois la partie réelle de 1 sur p puissance s, plus un petit taux de 1 sur p puissance s. Ok, mais en fait, tout ça, c'est au global un grand taux de 1 sur p puissance s, ok, parce que la partie réelle de 1 sur p puissance s, c'est un grand taux de 1 sur p puissance s. Et ce grand taux-là, de 1 sur p puissance s, bah vous avez vu que le module de 1 sur p puissance s, on avait dit que c'était 1 sur p puissance sigma, où S est écrit sous la forme sigma plus IT, okay, avec sigma étant réel. Hein, ça vient du fait que 1 sur p puissance S en module, c'est le module de l'exponentielle de moins S log P, et le module de l'exponentielle, c'est l'exponentielle de la partie réelle. D'où le résultat. Okay. Donc ça, c'est bien 1 sur partie réelle de S, c'est bien 1 sur p puissance sigma. Okay, donc ça, c'est donc un grand taux de 1 sur p puissance sigma. Mais sigma est strictement plus grand que 1. Okay, et donc ce truc-là, c'est un grand taux de 1 sur p puissance sigma. Comme sigma est strictement plus grand que 1, la somme des 1 sur p puissance sigma converge évidemment. Donc cette chose-là, c'est 1 demi fois la somme d'un grand taux de 1 sur p puissance sigma. Et ce truc-là, c'est le terme général d'une série absolument convergente. Et donc finalement, ce truc-là, quand n tend vers plus l'infini, cette chose-là, son terme général est équivalent au terme général d'une série absolument convergente, donc par théorème de comparaison, vous savez que cette série-là converge vers, donc la suite de somme partielle converge vers une limite L. Okay, mais ça, on avait dit que zeta de S en module, c'est l'exponentielle de cette fameuse somme partielle à un moins près. Module de 1 moins 1 sur p puissance s. Et en fait, plus précisément, c'est la limite de ça quand n tend vers plus l'infini, pardon. Et donc ce truc-là, bah, vous savez que ça converge vers une limite L. Okay, et donc ce truc-là, c'est exponentielle de moins L, et en particulier, c'est non nul. C'est ça qu'il faut montrer. Et donc, on a prouvé que zeta de S est non nul. Et ça termine la première application. Donc on verra dans la prochaine vidéo quelques applications on verra dans la prochaine vidéo quelques valeurs particulières de la fonction de zeta. Et le fait de savoir que la fonction de zeta n'est pas nulle, en tout cas ne s'annule pas dans le demi-plan partie réelle de S strictement plus grande que 1, avec l'équation fonctionnelle de la fonction de zeta, ça nous permettra de déterminer tous les zéros de la fonction de zeta qui ne sont pas dans la fameuse bande critique entre partie réelle égale 0 et partie réelle égale 1. Avant de terminer cette vidéo, il y a une dernière petite chose que j'aimerais vous inviter à regarder, c'est faire la dérivée logarithmique du produit eulérien. Donc on a vu que pour tout S tel que partie réelle de S est plus grande que 1, on a que zeta S, c'est ce produit infini-là. Maintenant, le truc, c'est qu'on a un produit infini, c'est pas super pratique à gérer, on sait beaucoup mieux gérer les sommes. Donc, pour transformer un produit en une somme, il n'y a qu'un truc à faire, c'est la fameuse dérivée logarithmique. Okay, donc, c'est exactement le même genre de raisonnement que dans la vidéo sur le sinus. Je vais pas détailler, mais en reprenant exactement la preuve qu'on avait faite pour le produit du sinus, vous pouvez montrer que la dérivée logarithmique d'un produit localement uniformément convergent, comme celui-là, c'est la somme des dérivées logarithmiques de chacun des termes du produit. Et donc en faisant ça, en dérivant logarithmiquement, donc dérivée logarithmiquement, je vous rappelle, c'est transformer f en f' sur f. Hein. C'est ça la dérivée logarithmique. C'est prendre f' sur f. Vous obtenez que zeta' sur zeta, alors ça reste valable pour tout S dans l'ensemble des complexes de parties réelles plus grandes que 1, évidemment, hein,
parce que de toute façon ce produit n'est pas valable ailleurs, il n'a pas de sens, vous pouvez dériver logarithmiquement, et cette fois-ci vous obtenez donc la somme pour P dans grand P des dérivées logarithmiques de ce truc-là. Donc la dérivée logarithmique de ce truc-là, ça va être moins la dérivée logarithmique de 1 moins 1 sur P puissance S. Hein. La dérivée logarithmique de l'inverse, c'est moins la dérivée logarithmique. Et la dérivée logarithmique de ce truc, on peut la calculer, c'est 1 moins 1 sur P puissance S, donc ça c'est ce terme-là. Et en haut, il faut dériver ce terme-là, et dériver 1 moins 1 sur P puissance S, ça revient à faire log de P fois 1 sur P puissance S. Ça, je vous laisse le vérifier. Et donc, vous obtenez moins la somme pour P dans grand P des logarithmes de P sur P puissance S moins 1. Okay. Donc, ce calcul-là, c'est la fin de la vidéo et j'aimerais bien qu'elle dure pas super longtemps comme les précédentes. Donc, je vais pas le détailler complètement. Ça, je vous laisse le vérifier. Hein. Pareil, je vous laisse vérifier en reprenant exactement les mêmes arguments que dans la vidéo sur le produit du sinus. Qu'on peut effectivement dériver logarithmiquement. Okay, donc essentiellement ça revient à dériver logarithmiquement les produits partiels et à constater que la queue du produit tend localement uniformément vers 1 et donc sa dérivée logarithmique tend localement uniformément vers 0. Donc quand vous prenez la dérivée logarithmique, c'est juste la dérivée logarithmique du début du produit plus la dérivée logarithmique de la queue du produit, mais la dérivée logarithmique de la queue du produit tend vers 0. Donc vous pouvez écrire que la dérivée logarithmique de zeta, c'est la limite de la dérivée logarithmique des produits partiels. C'est exactement ce qu'on a écrit là. Et donc ça vous donne cette expression de zeta prime sur zeta de S sous la forme d'une somme. Et l'intérêt de ce truc-là, c'est que c'est une somme qui porte sur les nombres premiers. Hein. Vous voyez, la somme porte sur P. Et ça c'est intéressant pour nous parce que nous on cherche quand même à avoir des informations sur le comportement asymptotique des nombres premiers. Donc vous voyez que là on va avoir des informations sur le 1 sur P puissance S, en gros aux endroits où cette somme explose. Aux endroits où cette somme explose, on va gagner beaucoup d'informations sur les nombres premiers à cet endroit-là. Alors c'est pas évident tel quel, mais ça apparaîtra un peu plus clairement les prochaines fois, mais voilà, les endroits où la somme explose, ça vous donne de bons renseignements sur les nombres premiers, et c'est ça qui va faire que les zéros de la fonction de zeta sont importants, parce que vous voyez que les endroits où cette somme explose, c'est les endroits où ce truc-là va diverger, et un endroit où ce truc-là va diverger, c'est soit un pôle de zeta, bon ça de toute façon il y en a qu'un, on le connaît, c'est S égale 1, soit un 0 de zeta. Un 0 de zeta aussi, ça risque d'exploser. Et c'est ce qui va rendre en fait les 0 de zeta hyper importants. C'est le fait que au 0 de zeta, cette somme-là qui porte sur les nombres premiers va exploser. Okay, donc on verra ça dans des prochaines vidéos, mais c'est déjà un avant-goût de pourquoi les 0 de la fonction de zeta sont aussi importants en théorie des nombres. Et on précisera tout ça évidemment dans des futures vidéos. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.